Un enfant naît. Il en est comme ça, plusieurs millions par jour. Appelons-le celui-là petit un tel. Grandira-t-il dans l'amour, la joie, ou dans l'incompréhension, l'indifférence? Sans doute tout cela en même temps, et aussi quelquefois dans la violence. Il va à l'école, fait des projets, tombe amoureux. Se forme alors un couple, groupe humain élémentaire qui, passé la lune de miel, va vivre une communication complexe et ambivalente, faite quelquefois d'amour, quelquefois d'indifférence, de haine même. Toutes choses déjà qui peuvent déboucher sur la violence. Un enfant naît, le cycle recommence. Et dans ce recommencement, on sait que son vécu d'enfant, puis d'adolescent, sera pour beaucoup dans son comportement futur. En particulier, s'il a vécu la violence familiale en victime ou en spectateur, il la condamnera, cette violence. Ou il l'aura perçue comme un rapport normal, voire nécessaire, entre les humains. Et il parlera à son tour le langage de la violence à la société, à sa propre famille, à ses propres enfants. Ces violences familiales, l'actualité nous en rapporte suffisamment d'exemples pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en décrire ici les paroxysmes et de jouer les voyeurs. Alors pour nous, témoins, spécialistes, institutions, organisations, qui avons à connaître de ces violences, il nous faut d'abord comprendre la nature des interrelations dans ce groupe humain élémentaire qu'est la famille, et comment s'y développe la personnalité des êtres. Certains diront, à quoi bon ? L'homme est déterminé une fois pour toutes par ses gènes. Or, c'est inexact. Sur cette base génétique, l'être se construit lui-même à partir de ce qu'il prend dans son environnement physique et humain. Or, le premier semblable qu'il trouve en débarquant sur Terre, c'est sa mère, ou ce qui en tient lieu. Première reconnaissance réciproque, tactiles et olfactives. Première perception de l'axe plaisir-déplaisir. Premier apprentissage de l'expression de la joie et de la douleur. Et on sait qu'à ce stade, si Madame Intel a été mal maternée, elle aura probablement du mal à materner correctement son enfant. Soit par excès d'attention, soit par défaut d'attention, soit par de trop violentes attentions. Premiers incidents de parcours dans le développement du petit Intel. Par ailleurs, le groupe élémentaire s'est élargi. Il faut s'adapter au changement, changer d'habitude, trouver un nouvel équilibre. Souvent, cela se passe très bien, quelquefois mal. D'abord, petit Intel peut tomber sur des parents totalement incompétents ou victimes d'a priori dangereux pour son hygiène ou sa nutrition, ou des parents incapables de reconnaître qu'un bébé est un être humain doué de sensibilité et qui répondront à ses demandes d'affection par l'isolement ou les coups. Et puis, répond-il aux attentes? Était-il même voulu, cet enfant? Enfin, petit Intel va peut-être réveiller les tensions du couple, servir d'exutoire à ses problèmes. Phénomène de bouc émissaire commun à tous les groupes humains. Autres accidents de parcours possibles dans la vie de petit Intel. Alors, pour le meilleur et pour le pire, petit Intel grandit dans cet univers familial élargi aux proches, aux voisins, aux amis. Et à travers ses relations avec eux, il se construit peu à peu une image de lui-même, une identité. Suis-je aimé? Suis-je reconnu? Utile? Ou au contraire, un corps étranger, une pomme de discorde?
Oh, il a fort à faire, petit Intel, surtout dans le cas de parents et de familles instables, aux réactions imprévisibles ou contradictoires. Et partant de ces images de moi, quel rôle dois-je jouer dans cette comédie de la violence? Ne faut-il la subir, avec soumission comme une fatalité, quand elle entre en scène impromptue? Dois-je au contraire la provoquer par une bêtise, puisqu'elle semble si nécessaire aux autres et faire partie du jeu? Si douloureux que soit pour lui ce rôle de victime, petit Intel se sent membre de la troupe. Sentiment d'appartenance, loyauté, responsabilité même vis-à-vis du groupe. Se plaindre à un étranger des sévices qu'il endure serait vécu sans doute par lui comme une trahison, prétexte à de nouvelles violences. Ainsi, beaucoup de souffrances d'enfants restent secrètes, ce qui complique la tâche des responsables. À travers cette expérience de groupe familial, il s'est aussi construit une image du monde, des représentations, des modèles de comportement. Le verra-t-il, ce monde, comme quelque chose qu'il faut aborder avec soumission et méfiance, ou au contraire avec violence? Ou comme quelque chose avec qui on peut dialoguer librement? Et quand le jour viendra pour lui de connaître ce monde, de participer à d'autres groupes, il confrontera ses représentations et ses modèles à la réalité vraie, et ça peut se passer mal. Le voilà aussi investi d'un rôle d'ambassadeur, donner une image positive du groupe aux copains, aux maîtres, aux autres, mais surtout répondre aux attentes, notamment à l'école. Car ces chers parents ont peut-être placé dans leur rejeton des espoirs grandioses de réussite scolaire ou sociale qu'eux-mêmes n'ont pas atteints. Peut-être aussi lui impose-t-on déjà un plan de carrière qui ne lui chante guère. Alors, résultat jugé insuffisant, voilà petit Intel disputé, culpabilisé, battu. Mal vu à l'école, battu à la maison. C'est pas drôle la connaissance, il se dit. Nouveaux échecs, et ça recommence. Et comme dans ces problèmes, rien n'est simple, l'inverse arrive. Des parents jaloux des succès de leurs surdoués de rejetons. Encore des motifs de violence, encore des incidents de parcours possibles sur la voie de petit Intel. Possible, disons-nous, car espérons quand même qu'il aura vécu une enfance moins dramatique que celle que nos auteurs lui ont fait vivre ici. Alors, évitons-lui, si nous le pouvons, ces incidents de parcours, ces souffrances, avant qu'il n'entame un nouveau parcours et devienne parent lui-même. Pour cela, il faut considérer qu'on a affaire à un groupe humain, un système en proie à des dysfonctionnements, adopter une approche globale, systémique, comme on dit. Ainsi, plutôt que de considérer a priori tel élément comme seul et unique responsable, comme un anormal, il faut chercher à voir et comprendre la nature des interrelations qui ont déclenché ces violences. Dans les cas extrêmes, évidemment, la première urgence est de neutraliser le violent, d'appliquer la loi ou d'isoler l'enfant, tout en se souvenant des risques qu'aurait l'absence de maternage. Mais tous les cas ne sont pas extrêmes. Un groupe violent est en général un système fermé, un œuf, un ballon. Un système qui refuse ou minimise ses relations avec l'extérieur et devient le seul théâtre où puissent se libérer les pulsions agressives qui nous habitent tous. Et dans cet œuf, les uns et les autres, même les victimes, y trouvent d'obscures satisfactions. Car si la violence est un moyen d'affirmer une identité de maître ou de victime, c'est aussi pour l'un ou pour l'autre une drogue dont le sevrage n'est pas évident. Ainsi, paradoxalement, ce groupe sous tension trouve-t-il une sorte d'équilibre autour et grâce à la violence. Triste équilibre, certes, mais équilibre tout de même en termes de systémique. Comme système fermé, il montre une grande résistance au changement.
Refus de l'extérieur, crainte qu'on sanctionne ou qu'on lui enlève cette violence dont il est prisonnier. Mais comme tout groupe humain, la famille violente est susceptible d'évolution. L'amorce de cette évolution, c'est l'ouverture. L'intervenant, les intervenants, par leur seule présence, vont y participer. Ensuite, ce sera pour le groupe élargi à ses intervenants, et grâce à eux, d'évoluer vers une prise de conscience des uns et des autres, de la réalité de leurs rapports et des conflits personnels qui en sont la cause. Conflits qu'ils auront à prendre en charge personnellement et non à transférer sur d'autres. Travail difficile pour les intervenants, qui doivent éviter les propos culpabilisants, les a priori, les recettes standards, car chaque groupe est unique. Il s'agit d'éveiller les potentialités de chacun pour faire évoluer le groupe vers un équilibre moins conflictuel. Travail difficile du fait aussi qu'ils risquent dans leur travail de compréhension des autres d'être perçus par les institutions dont ils dépendent comme des alliés objectifs de déviants, de délinquants. Ces institutions, ce sont justice, police, école, médecins, services sociaux, organismes caritatifs, que sais-je encore. Et toutes, évidemment, n'ont pas la même approche. L'un veut mettre en prison, l'autre isoler l'enfant, dissocier la famille, l'autre prescrira des tranquillisants. Les buts de ces institutions sont différents, mais elles sont complémentaires, et la coordination est essentielle. Des rivalités, des contradictions, des incohérences risquent d'amplifier encore celles du groupe malade qu'ils cherchent à guérir. Rien de bon ne peut sortir du rapprochement de deux groupes, en proie l'un et l'autre à des dysfonctionnements. Par contre, donner l'exemple d'un groupe d'intervenants sachant transcender ces conflits, inévitables et nécessaires, est certainement un facteur premier de la guérison. Des enfants naissent, d'autres petits intels. Il en est comme ça, plusieurs millions par jour. Apprendront-ils la violence? L'apprendront-ils encore dans 10, dans 100, dans 1000 ans? Eh bien nous, apprenons à connaître les frustrations et les souffrances dont elle est l'expression dernière, à en connaître les ressorts et à les démonter avant qu'elles ne se déchaînent et tuent.